Cerno, une anti-enquête. Épisode 135. José, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu pourrais m'accompagner à l'ancien Shanghai pour me montrer? Parce que je sais que c'était une boîte que Paulin fréquentait. Oui, rue de la Pomme. Bon, on va au Shanghai et on revient. Allez. Voilà. À tout de suite. Est-ce que tu peux nous décrire comment t'es habillé, José? Je sors ce soir, alors je suis habillé cette soirée. Donc t'es habillé tout en rouge avec une veste zèbre. Zèbre, oui. Des lunettes de soleil jaunes. Oui. Tu t'es fait une crête verte. Oui, c'est pour pas qu'on voie mes yeux parce que je m'endors. T'as les cheveux verts. Oui. T'as des piercings dans le nez, Oui. dans les oreilles, sur la lèvre. Et autour du cou, t'as plein de choses. Une croix, un badge d'entrée d'immeuble, Voilà. des colliers. Oui. Alors je te suis. Appel en cours. Elles s'appelaient Madeleine, Hélène ou Marie. Elles avaient toutes plus de 70 ans. Bonjour Anne-Marie, c'est Julien. Plus de 38 corps, retrouvés ligotés, maltraités. Il est beau, mon Julius. Il est beau, puis il est gentil. Il était gentil, mais après il est tué. François! À 35 ans, les Jacks ont tiré comme des vioques. Il partait au boulot. Moi? Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. André Geskov, veuve Ladan, ça vous dit rien? Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Avec l'âge, on devient invisible. Notre société aime les corps jeunes. Ouais. Les escaliers, le palier et une fois la porte ouverte, l'horreur. Elle avait un vieux manteau en poil de chameau. On fait le café à l'ancienne, il n'y a pas de Nespresso. On verra bien où cette histoire m'emmène. On verra bien. Cerno. On peut pas redire ce qu'on sait pas. C'est un peu particulier comme je suis narcoleptique. J'ai des coups de fatigue d'un coup. Mais là, ça va. Je me suis endormi. Bonjour Karim. Ça va? Et toi, ça va bien? Merci. T'es narcoleptique. Oui. Depuis quand? Depuis toujours. Tu t'endors quoi? Je m'endors, je fais des siestes de 3 heures et je dors 10 heures par nuit. J'ai un traitement qui me permet de rester éveillé quand j'ai des activités. Donc ça doit être assez handicapant. Ah, c'est invivable. Sans traitement, je peux rien faire, je suis paralysé. Oui, sans traitement, la vie est trop compliquée. Je peux pas prévoir un quart d'heure avant si je peux m'endormir dans la rue, je peux me faire voler mon ordinateur portable, ça m'est déjà arrivé. M'endormir dans le métro, me trouver dernière rame aux réparations du métro, m'endormir au terminus des bus. Mais ça a toujours été comme ça et je suis avec. Mais là, depuis 15 ans, j'ai un traitement assez efficace qui me permet de vivre comme tout le monde. Toi, t'as toujours vécu à Toulouse? Non! Je suis né à Barcelone, à Sabadell, à côté de Barcelone. Et ensuite, je suis Oui, c'est vrai que j'ai oublié que t'étais espagnol. Je suis venu à Toulouse, je me suis naturalisé à 18 ans. 18 ans, dès que je suis à la naturalisation, j'ai francisé mon nom pour retrouver du travail. Et je suis parti en Angleterre travailler. Pourquoi t'es venu ici? Mes parents sont venus à Toulouse parce qu'ils avaient un oncle qui habitait à Toulouse et qui pouvait les héberger. J'ai été élevé par mes grands-parents qui étaient assez riches. Mes parents gagnaient très bien leur vie en Espagne, mais mon père avait soif d'aventure et il a recommencé à zéro en étant menuisier alors qu'il tenait des mini Carrefour Market à Barcelone. Mais moi j'adore Toulouse, alors je sais pas. J'aime pas Barcelone. Mais donc t'es un bourgeois au départ? Non, du côté de ma grand-mère, oui, mais après on a été élevé. J'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5-8 ans. Et après, mes parents de bourgeois sont passés à prolétaires. C'est-à-dire que je suis entre deux, je suis ouvert d'esprit et je peux aussi bien m'adapter avec des nantis, comme avec des punks, comme avec des SDF.
Je suis toujours à l'écoute. J'ai une formation de psychologue, ça fait que je suis à l'écoute et je fais 13 ans de psychanalyse, dont je sais écouter et répondre quand il faut et intervenir sans couper la parole. Enfin, j'essaie. Hein. Mon dicton, c'est « t'es libre arbitre de ta vie », quoi. T'es libre arbitre de ta vie. C'est mon dicton. Pourquoi c'est ton dicton? Parce que je pense qu'on est libre arbitre de sa vie, on est responsable de ses actes et on a le bien et le mal dans sa tête et à nous de prendre les bonnes décisions et d'être bien dans ses pompes le matin. Je ne me sens pas concerné par le mal, mais je suis comme tout le monde. J'ai un jardin secret. Mais après, j'essaie de faire du bien autour de moi et de me faire du bien aussi. J'ai pas de conviction religieuse ni de conviction de l'au-delà, quoi. Je pense qu'on a un cerveau et on fait avec et à soi de gérer ses pulsions. On a des contradictions et il faut faire avec. Des fois, moi j'étais sujet à une morale très hispanique et très religieuse que je m'étais imposée moi-même parce que je n'ai pas d'éducation religieuse, mais je m'étais forgé quelque chose de vertueux par rapport à la fidélité. Et la psychanalyse a balayé tout ça et je me suis retrouvé en déséquilibre lors de mes premières années analytiques. Et je le vivais très très mal. Le conflit entre la vertu et la pulsion et la bisexualité. Et maintenant, je suis très en harmonie avec moi-même au bout d'un certain temps, quoi. Avec l'expérience, avec la réflexion, avec la vie des autres, la vie, c'est-à-dire l'opinion des autres. Mais quand j'étais dans un schéma classique, je vivais très très mal ce schéma-là, quoi. Dans quel schéma classique tu étais? Le schéma du Sud où on est avec une copine, on la trompe pas, on ne regarde pas ailleurs, tout ça. Eh bien, j'étais dans la transition avec Internet et des images pornographiques où ça sollicite des convoitises aussi, quoi. Et t'as fait éclater tout ça? Ben, la psychanalyse te permet de parler de tout doucement, tu tournes autour du pot, plus tu tournes autour du pot, plus c'est douloureux, plus tu parles de... Plus t'en parles et plus ça se banalise, et plus ça banalise, et plus tu analyses, et quand tu analyses, tu t'aperçois que finalement c'est ridicule de se prendre la tête pour pas grand-chose. Et donc t'as changé de vie? Après j'ai fait des rencontres, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des rencontres, chose que j'avais peur en cours d'analyse, je refoulais et je contournais les dangers, de peur de m'affronter à un déséquilibre familial, quoi, pour moi et ma fiancée. Mais après j'ai rompu et on est en bon terme, on est en très bon terme, même on est fraternel avec ma ancienne fiancée. Et moi j'ai plus peur des rencontres. Tout s'est équilibré avec le temps. Et maintenant tu vis avec Julien? Là je vis avec Julien, mais on est amour libre sans l'être vraiment. On est en harmonie avec nous-mêmes. C'est mieux que se mettre des œillères et éviter tout contact quand on n'est pas bien, qu'on est un peu depressed, un peu déprimé. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas déprimé longtemps, j'ai dû déprimer 15 jours. Après la séparation, j'ai dû déprimer 15 jours et après l'aide de mon psychanalyste, c'est lui qui m'a dit c'est une bonne chose pour aller de l'avant, quoi. Surtout que c'est moi qui ai rompu, c'était assez douloureux parce que quand on aime une personne et qu'on rompt avec, on se sent coupable de la trahir et de lui faire du mal surtout. Tu l'as quitté et tu as rencontré Julien?
Oui, au début non. Au début je sortais tout seul. Et après j'ai rencontré Julien. Et voilà, les choses se sont faites. Tu me disais que tu étais punk. Non, jamais être trop punk. Je trouve que c'est de donner des coups de poing dans des nuages. Punk? Oui. J'ai un look punk parce que je suis issu de la scène post-punk, c'est-à-dire ce qui s'est fait après 79. Après 79, il y a une scène qui était moins sur la violence, mais plus sur la tension. Sur l'attention? La tension verbale, la tension physique. Le fait d'avoir vécu en Angleterre, ça m'a aidé à me débrouiller tout seul, très jeune, à gérer mon budget, à travailler. Le goût du travail aussi. Là-bas, si tu travailles pas, tu deviens très vite homeless, sans abri. Tu vis dans des squats, mais tu t'arranges pour qu'il soit confortable et agréable à vivre. Et c'est quoi ton travail? Ben là, en ce moment, je ne travaille pas, je suis président d'une asso culturelle et je suis DJ, prof de théâtre. J'organise des événements culturels comme des concerts, des soirées techno. Mais là, cette année, j'ai mis le haut là, j'ai attrapé une pneumonie, ce qui m'a fait relativiser que je ne pouvais pas tout faire, quoi. Et le faire tout le temps, quoi. T'as quel âge? 57 ans. Je commençais à sortir à l'âge de 12-13 ans. Ah oui? Oui, très jeune. Ouais. T'as pas eu une vie conventionnelle? Absolument pas, non. Mais j'ai toujours aimé apprendre, je suis très curieux des autres. Pourquoi? Oh ben c'est ça, me fait grandir. Tout est une vie très animée, il y a toujours du bruit, de la musique. Tu aimes ça? Ah oui, j'adore. Et vu comment je suis habillé, personne ne me regarde. Personne ne va me faire de réflexion et je ne me ferai jamais agresser. À tout. Ni nulle part ailleurs. On me respecte, je suis âgé et je suis un peu des premiers gothiques, punk, Batcave. Tu es connu ici? Oui, quand même. Oui. Je suis connu parce que je suis président d'une asso et je suis DJ et on peut pas me louper, quoi. Avec ton look? Voilà. Et les gens te regardent beaucoup. Ah bon? Ouais. Il y a le micro aussi. Ça y fait, oui, sinon on me regarde pas. Pourtant t'es voyant. C'est tout pour l'être. Tu veux qu'on te regarde? Oui, je suis très complexé à la base et ça me permet de pas être ordinaire, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure que t'étais moche, c'est ça? J'ai toujours pensé, mais avec la crête, je m'embellis. Et les lunettes et ma façon de m'habiller, ça m'arrange. J'ai trouvé un style et depuis l'âge de 13 ans, je me sens bien comme ça. C'était quoi tes complexes? Mes complexes, c'est mon nez, c'est ma taille. Je mesure 1m75. Après, je sais pas. C'est une tête un peu trop longue. Mais ça, c'est fait aussi aux rencontres adolescentes où on n'est pas sollicité quand on est ado par les filles. Alors, on se pose des questions. Mais après, j'ai découvert le style anglo-saxon et je me suis senti à l'aise et bien dans mes pompes. J'ai plus de complexe après. Sinon, j'ai pas d'addiction, j'aime pas les drogues, j'aime pas fumer, j'aime pas boire, j'ai horreur d'alcool. On va arriver rue de la Pomme, on va arriver au Shanghai. C'est une boîte où je n'allais jamais. Le Shanghai? Oui, enfin j'y allais, j'ai resté un quart d'heure, mais on ne me laissait pas rentrer. Pourquoi? Trop excentrique, trop punk. J'étais pas dans les codes.
Donc c'est la rue de la Pomme, c'est une rue dans le centre. C'est On est dans le centre. Dans le centre avec des commerces assez chers et il y a Kenzo, il y a Sandro, il y a Longchamp. Voilà, il y a... Mais à l'époque, dans les années 80, c'était comme ça? Ça a toujours été comme ça, oui. Le Shanghai, c'était là. Là, cette entrée condamnée au numéro 12. Voilà, oui. Il y avait un long tunnel, je pense. Voilà, maintenant, c'est rien. On peut s'approcher? Bien sûr. Donc là, c'est une entrée avec une grille. Pourquoi c'est fermé? Je sais pas, je connais pas l'histoire. Je pense que le patron, il faut demander aux commerçants. Le patron était Michel, parce qu'il est connu dans Toulouse, ce qu'il appelle Michel. Et il a passé le flambeau et ça n'a jamais été repris parce que quand même, c'est une institution qui est au centre-ville et les locations sont assez chères. Après, on peut demander aux commerçants. Bonjour. 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 Vous connaissez l'histoire du Shanghai? On fait une interview par rapport à l'histoire du Shanghai, pourquoi ça a fermé, tout ça, non? Ah, je sais pas pourquoi ça a fermé. Non, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ça a fermé. Non, c'est pas. Ouais, je pense que c'est une vieille institution et les loyers sont très chers au centre-ville. Peut-être, je sais pas. Merci. Donc toi, t'es venu qu'une seule fois ici? Non, je suis venu une dizaine de fois, mais je m'habille en kilt. Une fois, je suis venu en kilt, ils m'ont pas laissé rentrer, j'ai pu réinsister. Ouais. Pour pas me mettre en danger. Ça attire une clientèle hétérosexuelle. Et en fin de soirée, les gens sont sous. Et des fois, le profiler préfère vous dire, vous savez, ici, c'est gay, mais il y a aussi des hétéros qui sont sous. On ne sait jamais comment ils peuvent réagir face à ce genre de tenue vestimentaire. Dans les années 80, ça avait une réputation, comme quoi il y avait des coups de feu à l'intérieur des fois. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y avait des rumeurs, comme quoi la mafia se donnait rendez-vous. C'était une boîte que fréquentait Thierry Paulin. Oui, je pense oui, mais je ne connais pas. Est-ce que tu as connu, parce que là je vois dans mon dossier, il y avait une portière qui s'appelait Simone mais qui était surnommée Poppins. Non. Poppins. Une blonde? Je sais pas. Je lis ce qu'elle a écrit dans sa déposition. Elle a dit aux policiers, un jour de repos je crois, alors que j'arrivais à la discothèque, au Shanghai, j'ai vu Thierry parmi les clients. Il était accompagné d'un homme de couleur, jeune, qu'il m'a présenté comme étant Jean Thierry. Il avait l'air très content de me revoir, m'a offert à boire, et nous avons reparlé du bon vieux temps, de son service militaire, et des fois où je le laissais entrer gratuitement au Manhattan. Donc c'était une autre boîte gay, le Manhattan. Oui, qui a place des Puy-Clos, mais je ne suis jamais rentré, oui. Elle dit, il était grand seigneur dans ses dépenses, prenant carrément une bouteille. C'était Paulin qui payait. Il était visible que ces deux hommes formaient un couple, ils étaient très gentils. Elle dit plus loin, au cours de la conversation, Thierry m'a dit qu'il était sur Paris, qu'il était, je crois, dans le showbiz. J'en avais conclu qu'il devait gagner assez d'argent par ce travail. La soirée s'est déroulée sans problème. Je les ai vus une autre fois au même endroit. Ils m'ont fait part de leur désir de monter des spectacles et d'ouvrir un restaurant. Pour l'un des spectacles qui devait avoir lieu au Tilt, rue d'Enfer Rochereau à Toulouse, ils m'avaient demandé de les aider pour accueillir les gens, les faire payer, etc. Je pense qu'ils ont loué la salle de l'établissement qui était un bar très grand, avec une grande scène. Ce bar existe toujours et n'a pas changé de direction. Cette fameuse soirée a donc eu lieu. Je les ai aidés comme prévu. Il s'agissait d'un spectacle de transformistes dont Thierry et Jean Thierry étaient les acteurs. Je ne me souviens pas s'il y avait d'autres participants. En fait, cela n'a pas marché du tout. Ils n'ont eu aucun bénéfice. À tel point qu'ils n'ont pas pu me payer. En contrepartie, pour me payer, ils m'ont offert 3 choses. Et ces 3 choses sont une montre de femme en métal jaune, un sac à main Louis Vuitton et un ensemble en tissu élastique. Voilà. Donc en fait, ils venaient ici, et un peu comme à Paris, ils flambaient, ils payaient des verres à tout le monde. Moyens, en gros. Moi, je ne les ai pas connus, je suis trop jeune. Mais mes amis qui ont 2-3 ans de plus que moi m'ont posé la question, tu sais, par rencontre. Je l'avais jamais vu, sa tête me dit rien. Et le Shanghai, ça existait depuis longtemps ici. Oui, je pense que avec le Broadway, c'est les 2 premières boîtes avant la loi 81. Mitterrand, ça existait déjà, je pense. Avant la dépénalisation de l'homosexualité. Oui, je pense que ça existait déjà. Donc,
Pour un jeune gay comme Thierry Paulin, fin des années 70 et début 80, la vie à Toulouse, c'était ok, quoi. C'est-à-dire, on se trouvait en réseau. C'était des réseaux, l'amitié était très forte et on ne se quittait pas. On allait en cours, on ne dormait pas. On était brillants, on était brillants en études, mais sans dormir et on sortait tous les soirs, j'ai pas sommeil. C'est un peu le film de Claire Denis. Beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties, beaucoup d'amis, la famille on s'en fout, anti-famille boulot-patrie. Et on commençait à raisonner beaucoup aussi, quoi. On aimait être brillant à l'école pour pas qu'on nous saoule après. Les profs nous cataloguaient, alors on était là, regarde mes résultats, regarde pas comment je suis. On était assez arrogants. Pas arrogants, mais on n'aimait pas les réflexions. Et je pense qu'après, Mathurin devait être aussi dans un réseau d'amis où ils devaient se retrouver entre eux et se sentir un peu fort aussi, quoi. Ah, salut! Hello! Ça va? Comment tu vas? Tu vas au Petit London ce soir? Non. Ah, tu sors pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une soirée de Laurent. D'accord. Sainte famille, famille sainte ou sainte semaine. Hein, au Petit London. Au Petit London, oui. Okay. Non, moi je pensais peut-être aller au Moloko, mais enfin j'en suis pas encore sûr. Quoi, voilà. D'accord. Je suis un peu fatigué. Il faut se reposer. À bientôt. À bientôt. Oui, donc tu me disais, il devait y avoir un groupe d'amis, mais... Ça se trouvait entre amis. Et avec des amis, on se sent plus fort, on se sent plus sûr de soi, et voilà. J'ai l'impression que tu as eu une vie originale, excentrique, comme tu dis. Comment tu la vois, ta vie? Maintenant, j'ai une envie viscale, j'ai mal au dos. Et c'est ma préoccupation, c'est le mal au dos. Ah, toi aussi? Je pense à ça tout le temps. Ah oui? Oui, je pense à ça tout le temps. Parce que c'est un pincement au niveau des vertèbres. Et ça me fait mal aux jambes. Alors je me dis, est-ce que je vais arriver au bout de la rue? C'est ma préoccupation. Ah, t'as mal là? Non, ça va. J'ai pris un Voltaren. Mais après, ma vie, c'est... le quotidien est assez agréable, j'ai pas de soucis. J'ai pas d'ennui de santé à part ce mal au dos. Je me projette pas dans l'avenir, je ne regarde pas le passé. Ah, tu vois pas le passé? J'allais te demander, en fait, ce que je voulais savoir, c'est rétrospectivement, comment tu voyais tout ce parcours. Quand j'étais ado, on me disait, tu vas mourir à 30 ans, tu t'appelles James Dean, parce que j'étais très speed. Et je carburais aux amphétamines pour la narcolepsie. Donc j'étais hyperactif et j'arrivais à travailler le week-end, aller au lycée, au collège la semaine. Je sortais tous les soirs, mais j'avais de l'énergie à revendre. Mais j'ai fait 18 ans d'athlétisme de haut niveau, du demi-fond et du cross-country, ce qui me permet d'avoir un cœur assez solide et une bonne endurance. Et il s'est passé plein de choses en tout cas. Oui, comme tout le monde. Pas forcément. Après, pas comme tout le monde. J'ai fait des choix de me mettre en couple très tard et je pense que ma liberté individuelle, je l'ai voulu et je l'ai eu. Je me suis toujours battu avec mes parents pour pas qu'ils me mettent d'autant dans les roues. Mes parents m'ont dit ok, mais tu gagnes ta vie très jeune, à 14 ans, 15 ans, je travaillais le week-end pour me payer mes vinyles et mes fringues. Ce qui me permettait d'avoir une autonomie financière et morale et pédagogique et éducative. Tu es quelqu'un de singulier. Ouais. J'aime bien entre la réalité et le rêve. J'étais toujours un peu comme ça, les pieds sur terre, avec la tête dans les nuages. J'aime bien cette ambivalence des deux, quoi. C'est vrai que tu es toujours entre le sommeil et l'éveil. Entre le sommeil et des fois je marche, je m'endors et je tombe dans un sommeil qui va durer 30 secondes avec un rêve qui dure 2-3 secondes. Tu es un peu dans un rêve? Non, parce que j'observe beaucoup, je regarde autour de moi et je vois ce qui se passe et je vois qu'il n'y a pas de danger.
Et j'étais thérapeute à une certaine époque et les personnes angoissées, je leur disais on va s'asseoir, on va observer autour de soi, il n'y a pas de danger, les murs ne vont pas s'effondrer, il n'y a pas de quoi avoir peur. On est un pays qui est stable, il n'y a pas de raison d'avoir peur. On est quand même dans une société qui est assez protégée, avec des infrastructures et une histoire assez douloureuse et sanguinolente pour pas qu'on reproduise. Mais tu dis qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non. On n'est pas en Ukraine, on n'a pas de pays qui nous menacent. Même la Russie? Bah, c'est loin et je sais pas pourquoi. Pourquoi nous et pourquoi... De toute façon, je suis la génération peur de la Troisième Guerre mondiale, alors... Bonjour. Bonjour. Ça va? Et je suis la génération... On était flippés pour la Troisième Guerre mondiale, ma génération. Après la Troisième Guerre mondiale, ou pendant, il y a eu le sida. On était des adolescents traumatisés. Et je pense que tu peux pas être traumatisé toute ta vie. Au bout d'un moment, tu lâches prise et tu te dis, bon, regarde, il n'y a pas de danger. Et arrête de flipper, quoi. C'est pas mal, ça. Bah, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais très flippé jusqu'à... À 16 ans, j'étais très flippé. À 13 ans, je dormais pas la nuit. J'avais peur qu'il y ait une bombe atomique. Ah bonjour, ça va? Je suis une copine à Clément, à Poulet Chicken Joe. Je me rappelle, mais t'as déménagé. Je peux pas être interrogée, moi. T'as déménagé? Ça va? Oui, et t'as Toulouse. Et je suis à Toulouse de passage pour le week-end. Bon week-end, bonjour. Tu me disais, quand t'étais ado, tu te réveillais angoissé. C'est un des seuls de mes amis qui avait ces peurs-là sans les dire. Je pense que le fait de ne pas en parler, je me projetais dans le pessimisme. C'est pour ça qu'après, il y a eu le phénomène punk et je m'y suis retrouvé dans ce côté No Future, ce côté genre, mais qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Pas longtemps, profitons-en, moquons-nous de ce qui nous entoure. Mais j'avais la phobie de la guerre, j'ai la phobie du kaki. Et maintenant, je sais désamorcer ça. Je me dis, devrais t'as peur de la mort, mais on n'est pas immortel, et voilà. Ah ben voilà. Ah, ils sont là. Il y a qui? Il y a Julien, Bérénice et Jean-Jacques dans la rue. Dans la rue, oui. Bonjour. Enchanté, bonjour. Jean-Jacques. Julien, enchanté. C'est le père supérieur. Ça va Jean-Jacques? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites là? Mais nous, on était venus pour leur porter des bricoles et puis on va repartir chez moi à l'extérieur de la ville, quoi, un petit peu. Depuis qu'il est à la retraite, il est très occupé. Vous savez pourquoi je suis là, moi? Il me l'a dit, oui, il me l'a dit. Mais déjà, il m'avait entretenu du cas de ces deux garçons, dont il avait la connaissance, c'est parce que j'avais des fonctions qui me permettaient d'apprécier un peu la situation, mais de loin quand même, de loin. Moi, j'étais avocat général. Mais d'eux, je n'ai pas eu à m'en occuper directement. Vous avez entendu parler? Oui, bien sûr. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. On ne peut pas ne pas entendre parler tellement ça avait de répercussions dans les médias. C'est pas quand même tous les jours qu'on a affaire à des gens de cette catégorie. Vous, Jean-Jacques, vous êtes toulousain? Oui, bien sûr. Paulin, vous ne l'avez pas croisé? Non. Moi, à ce moment-là, j'ai été en 84, j'étais à Carcassonne. J'étais procureur à ce moment-là. Donc pas ici? Non, pas ici. Je ne peux plus le croiser. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire en tant que... Je ne la connais pas suffisamment. Je la connais un peu, il en parle. Ça le dérange, je le conçois. Julien? Oui, ça le dérange, mais j'ai pas cherché à en savoir davantage. Et puis lui-même, il n'en savait pas beaucoup non plus. Il les a côtoyés, c'est vrai. Il a vu l'autre aspect des personnages. L'aspect intime. Un aspect intime. Oui.
Et pourquoi pas, il y a toujours une face cachée. Je ne peux pas en dire plus parce que moi, en général, quand je m'intéresse à une affaire, c'est dans le détail. Hein. Voilà. Vous en avez vu beaucoup? Pardon? Vous avez vu beaucoup de crimes? Ah ben oui, en 45 ans d'activité, j'en ai vu pas mal. 45 ans, mais il est encore très jeune, parce qu'il a été c'était le plus jeune procureur de France. Alors j'en ai vu, mais qu'est-ce que ça vous a appris, tous ces crimes? Ça m'a donné c'est sûr, une autre vision de ce que pouvait être l'homme dans ses limites, quoi, dans ses extrêmes. C'est là que quand même la fameuse phrase de Hobbes, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, prenait en quelque sorte son sens. Il n'y a pas un déterminisme, ça m'a appris ça. Il y a des circonstances qui peuvent conduire, mais il y a en fin de compte toujours une petite part de libre arbitre. Tu l'as fait, tu pouvais ne pas le faire. Tu as fait ce choix. C'est sûr. Mais qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Est-ce que ça vous a pas fait peur? Alors là, j'ai jamais, je crois, je n'ai jamais méprisé. J'ai jamais eu de conflit avec les criminels. Il y en avait qui n'étaient pas tendres parfois, dont tout le monde redoutait, et moi pas, parce que j'ai jamais méprisé. Je les ai toujours considérés avec un certain respect, même malgré tout ce qu'ils ont fait. Pourtant, je n'étais pas tendre. Mais leur part d'humanité, je ne voulais jamais y être étranger. Voilà, c'est ça. Vous ne vouliez pas les considérer comme des monstres? Ah non, surtout pas. Ça serait les sortir de l'humanité? Ben oui. Oui. Et à partir de là, il y avait des gens parfois qu'on me conduisait avec une escorte, tout le monde en avait peur. Je n'avais pas peur. Et ils le sentaient, ça se passait bien. Hein. Ça se passait bien. J'avais pas de clash. Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite? Et oui, il était temps. J'ai travaillé jusqu'à 72 ans, ça suffit. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Pas trop mal, mais on se dit que d'y être trop longtemps resté, une autre partie des aspects de l'activité humaine, ça nous a quelquefois dispensé de vivre, ceux qui ont fait ce travail. Moi, j'estime que ça m'a dispensé de vivre parfois. Qu'est-ce que vous auriez voulu vivre? Je suis interrogé. J'aurais eu d'autres domaines d'activité, un peu plus de liberté, tandis que là, ça devenait obsessionnel, quoi. J'avais pas la vocation, je ne l'ai jamais caché. Ah oui? Ah non, pas du tout. C'est ça par hasard, mais presque. Donc, je ne sentais pas une vocation particulière. Et finalement, ça m'a absorbé. Et c'était une bonne vie, malgré tout? Ou vous semblez dire que non? Sur votre visage, je lis non. Elle était très animée, elle permettait de voir des tas de choses dans des tas de domaines, elle permettait de réfléchir sur tout et sur soi-même. Les gens trouveraient que c'est pas mal. On peut concevoir un autre style de vie beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus pépère. C'est pas mal non plus. Je sais pas. On l'a vécu, mais j'en tire aucun avantage. Actuellement, quand même, quelque chose qui se produit. J'avais jamais rêvé de ma profession quand je l'exerçais. Et là, presque toutes les nuits, je rêve de ma profession. De quoi vous rêvez? Qu'est-ce qui se passe dans vos rêves? Mon implication, de tous les conflits que j'avais avec mes collègues, avec ma hiérarchie, avec... ça remonte. Parfois, je me dis, j'ai pas assez mordu. Voilà, c'est ça. Pas assez mordu. Ouais. J'aurais peut-être dû être plus agressif. Oui, envers les miens, envers ceux qui m'entouraient. Oui, ça oui. Donc vous n'êtes pas tranquille? Non. Non. C'est pas une retraite tranquille? Elle n'est pas paisible, non. De ce point de vue-là, elle n'est pas paisible. Qu'est-ce que vous faites vos journées? Mes journées, je m'occupe, je viens les voir, je fais les courses, je fais le ménage, la cuisine. J'ai pas beaucoup de... J'ai plus le goût de la lecture, tout ça, ça m'a passé. Ah oui?
J'ai l'avantage d'avoir un beau jardin. Ah oui. La vie simple, quoi. Ok, donc vous avez une vie plus tranquille quand même, mais vous êtes quand même intranquille. Oh oui, je pense quand même qu'il y a une inquiétude. Vous savez, j'ai été juge, comme je disais parfois, un juge sans inquiétude, c'est un juge inquiétant. Voilà. C'est un peu nécessaire l'inquiétude. Sans inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une génération de bovidés. Sans inquiétude, c'est ça. C'est ça. L'inquiétude, c'est important, oui. Mais c'est pas un confort. Vous êtes quel genre d'homme? Qui, moi? Oh, alors là, je ne sais pas du tout. Pour moi, ce qui est important, justement, c'est à un moment donné de se déprendre de tout l'appareil encyclopédique le plus possible, et en tout cas d'en mesurer les limites et de réfléchir par soi-même. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, eh ben, bonne soirée. Alors merci beaucoup. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Eh bien, on va rentrer, je suis fatigué. C'est vrai? Bon, bah merci Bérénice pour toutes ces rencontres, tous ces personnages. Personnages hauts en couleur. Ah ouais, incroyable. Je vais avoir beaucoup de montage. J'ai tourné 5 heures là. C'est ça, quand je pensais, je me dis, mon Dieu, le dérochage. Oh. Il est parti où, José? Toulouse. Il est qu'est-ce que fait, José? Là, mais si tu veux monter, tu peux. Non, je vais y aller, mais embrassez-le de ma part. Cerno. Bon, et bah, à plus. Ciao, merci. Hein. Ainsi se termine ma mission à Toulouse. Je repasse devant l'église Saint-Cernin. Mais il faudra sans doute que je revienne ici un de ces jours. Je pense qu'il y a des pistes qui vont s'ouvrir. Là, je rentre à mon hôtel. Je vais dîner, puis dormir, avant de reprendre mon train demain matin pour Paris, où je vais rencontrer, dans quelques jours, Théo, l'arrière-petit-fils d'Alice Partouche Benaïm. À suivre.